bienvenue dans cette salle couture, bienvenue au Mudo Musée de l'Oise pour cette déjà deuxième conférence depuis notre réouverture, voilà déjà maintenant un petit peu plus d'un mois. Deuxième conférence que j'ai le plaisir une fois encore d'animer pour pouvoir vous présenter par le menu, si je peux le dire aussi, notre exposition inaugurale, à savoir Renaissance, porte de la modernité. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de pouvoir vous expliquer par A plus B que signifie cette exposition, comment est-ce qu'elle a été pensée, réalisée et quel est le parcours finalement qui est décliné au gré de nos salles. Est-ce que vous avez eu à main levée l'occasion de visiter physiquement l'exposition ou pas encore? Qui l'a déjà visité? Oh, une bonne grosse moitié, donc tout va bien. Et pour les autres, eh bien, j'espère que ça vous donnera suffisamment envie. Je vais faire tout ce que je peux, je vais donner de ma personne pour que vous soyez convaincus par la nécessité de découvrir cette exposition. En guise d'introduction, je vais revenir sur les finalement enjeux qui ont présidé à ce choix et à cette exposition. Et vous allez le voir, ils étaient de plusieurs natures. Des enjeux forts qui m'ont guidé vers ce sujet d'exposition. Bien évidemment, il était très important pour nous ici au Mudo, à l'occasion de la réouverture de ce palais épiscopal, de pouvoir accompagner les parcours permanents d'une programmation événementielle, en l'occurrence une exposition, qui puisse porter cet élan de réouverture. Un premier enjeu que voici. Au-delà de ça, il était fondamental que cette exposition inaugurale puisse avoir un retentissement, une portée symbolique assez forte pour justement accompagner cette réouverture. Et je crois que tout est dit dans le terme même de renaissance. La renaissance, c'est ouvrir un nouveau chapitre, revenir à l'origine et commencer une nouvelle vie. Et avec la réouverture du Mudo, du palais renouvelé, on espère bien être dans cette phase de résurrection justement du musée. Il était important aussi pour nous de pouvoir valoriser nos propres collections, et ça ne vous aura pas échappé, mais le parcours permanent qui est déployé ici au palais, au premier et au deuxième étage, ne revient que sur, c'est déjà beaucoup, que sur 2 siècles, le 19e et le 20e. Or, nous conservons sur nos inventaires et dans nos réserves énormément d'objets qui ne relèvent pas de ces périodes, et il était important aussi, de mon point de vue, de pouvoir faire un gros coup de projecteur sur ces pans beaucoup plus anciens de nos collections. De fait, on cochait la case à valoriser les collections propres tout en revenant sur la Renaissance, puisqu'on a la chance de conserver chez nous à Beauvais beaucoup de bois sculptés, essentiellement, qui datent des 15e et 16e siècles. Ce qui était important pour nous aussi, c'était de pouvoir valoriser le territoire et son histoire. Et Dieu sait que la Renaissance, au sens historique, a eu un parcours très particulier sur les terres de l'ancienne Picardie, et s'est traduite, incarnée dans les productions artistiques d'une manière très originale, peut-être même plus originale chez nous que dans d'autres provinces du Royaume de France. Excusez-moi si j'utilise des expressions un peu désuètes, mais je remets les choses dans le contexte. Et enfin, c'était important pour nous aussi de pouvoir ancrer le musée, sa programmation, ses propositions sur le territoire, et de pouvoir collaborer avec d'autres institutions qui dessinent un maillage assez dense finalement à l'échelle du département, et puis au-delà de la région Hauts-de-France, mais aussi de l'Île-de-France qui est notre voisine directe. Et de fait, nous ne sommes pas allés frapper à la porte de beaucoup de collègues pour emprunter des œuvres. On a tout ce qu'il faut sur le territoire, mais malgré tout, il nous fallait quand même quelques partenaires. Et voilà comment on a choisi d'inscrire géographiquement parlant les œuvres empruntées dans le cadre de cette exposition. Alors vous le voyez, on est sur un périmètre très proche autour de Beauvais et du Mudo. Nous avons sollicité nos collègues du musée de Picardie à Amiens pour 6 œuvres, dont un dépôt du musée du Louvre. Le musée Jeanne d'Aboville de la Fère, alors qui certes n'est pas dans notre département, pas plus que le musée de Picardie, mais qui est sur le territoire de l'ancienne région, et qui conserve pour le coup, le musée Jeanne d'Aboville, une très belle collection de peintures 16e siècle, essentiellement italienne, mais pas que. Il était pour nous du coup assez logique d'aller frapper à leur porte.
Nous sommes allés voir nos amis et collègues directs des archives départementales pour six prêts qui seront présentés en rotation pour des raisons de conservation. La collection Jacques Marandré et l'Institut de France, qui est l'un des plus importants partenaires de cette exposition et qui était historiquement identifié de longue date. Pourquoi? Parce que nous avions vent ici au MUDO, dès lors que nous sommes entrés dans notre phase de travaux et de chantier au deuxième étage du palais. Nous savions que le domaine de Chalice, et plus spécifiquement le musée Jacquemart, allait rentrer dans une période de travaux également, à l'issue de nos propres travaux, et je savais qu'ils étaient déjà en quête d'institutions pour abriter leur collection. Ça n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et je m'étais déjà positionné avec le projet Renaissance pour pré-négocier certains prêts, ce qui explique qu'on ait réussi à obtenir très très vite des œuvres assez magistrales et emblématiques de la collection pour servir le propos de notre propre exposition. Et cela représente quand même plus d'une vingtaine d'œuvres qui ont été généreusement prêtées par l'Institut de France et qui, attention, je fais un teasing, devraient, à l'issue de l'exposition, rester chez nous, à Beauvais, et deviendront des dépôts qui devraient être valorisés et toujours visibles. J'en dis pas plus pour l'instant, mais en tout état de cause, ces œuvres vont rester nos hôtes pendant plus longtemps que la durée de l'exposition. Et enfin, nous nous sommes tournés aussi, en toute logique, puisqu'on était sur la Renaissance, vers l'institution emblématique sur le territoire français pour parler de la période, à savoir le musée national de la Renaissance qui se trouve à Écouen, pour un peu moins d'une vingtaine de prêts, mais des prêts qui sont tout aussi prestigieux que ceux de la collection Jacques Marandré, et qui ont été, pour certains d'entre eux, spontanément proposés par le directeur du musée national de la Renaissance, ce qui a été pour nous une surprise déjà, une heureuse surprise et une très grande joie, puisqu'on a la chance d'accueillir notamment le spectaculaire Jupiter aux foudres d'Alessandro Vittoria, qu'on n'aurait jamais eu l'audace de demander en prêt, et que Thierry Crépin-Leblond m'a offert sur un plateau d'argent, donc bien évidemment, j'ai dit oui. Donc voilà pour vous situer les choses. Et voilà, juste à côté, pour vous remettre dans l'œil et dans l'esprit le territoire de l'ancienne région, puisque depuis la réorganisation territoriale, on a changé. Mais tout ça pour vous montrer que nous sommes restés Écouen mis à part, vraiment très circonscrit sur le territoire de l'ancienne Picardie. Et pourquoi c'était important? Parce que au gré de l'exposition, ce que nous avons voulu, enfin ce que j'ai voulu proposer en termes de parcours, d'approche et de découverte, c'est un voyage permanent entre les productions de la Renaissance sur le territoire de l'ancienne Picardie et celles d'autres foyers de création, notamment les foyers italiens et les foyers flamands, qui constituent vraiment les cœurs les plus importants, je dirais, de la Renaissance au sens historique du terme. Et c'était important à cet égard de pouvoir inscrire l'exposition sur ce territoire régional. Alors pour vous situer le parcours d'exposition, voilà grosso modo à quoi il ressemble. Je vous avoue que c'était une véritable gageure, ce projet et ce parcours d'exposition. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y, je vous en prie, bienvenue. Une véritable gageure, pourquoi? Parce que l'idée maîtresse qui a présidé à l'écriture de cette exposition, c'était de se dire de manière assez hardie, bah tiens, on va faire une expo inaugurale sur la Renaissance parce que ça a une portée symbolique, et puis on va en fait résumer en une expo tout ce que signifie la Renaissance. C'est facile à dire. C'est très difficile à faire dans les faits. Pourquoi? Parce que la Renaissance, c'est une période qui est finalement assez longue, qui est particulièrement riche, qui trouve des traductions, des expressions multiples, variées dans plein de territoires différents. Et je vous avoue que je me suis fait beaucoup de nœuds au cerveau pour pouvoir dresser un panorama le plus synthétique possible, permettant de comprendre finalement à quoi renvoient les tendances de la période. Et ce qui a été très compliqué justement, c'est déjà de trouver un point de départ. Parce qu'on dit la Renaissance, mais si je vous pose la question comme ça à brûle-pourpoint, ça commence quand la Renaissance? Très bientôt. Les années 1300, de la Petra. Ouais. Ça peut se mettre là. Ça peut, mais pas que. Ah non, pas que. On en a aussi qui considèrent que la Renaissance, ça commence avec 1492,
découverte de l'Amérique, on en a qui considèrent que ça commence avec la chute de Constantinople, on en a qui considèrent que, enfin quand je dis qu'on en a des spécialistes, entendons-nous bien, qui considèrent que la Renaissance commence avec l'apparition de l'imprimerie. Bref, on a plein de points de départ sans qu'il y ait de vrai consensus. Et de fait, c'était important pour servir le propos et rendre saillante cette idée que la Renaissance n'est pas précisément circonscrite par une date de début et de fin, d'évoquer les prémices, et notamment eh bien, voilà, le 14e, le Trecento, avec ce qu'on appelle les primitifs italiens, qui constituent la genèse esthétique de ce que va devenir par la suite la Renaissance classique. C'est l'introduction. L'idée du premier chapitre, c'était d'évoquer les différents foyers de création qui vont se faire jour sur les différents territoires du continent européen. Puisque ça, c'est aussi une idée assez largement répandue et qui est erronée, mais qui fait partie d'une voilà, d'une pop culture, d'une certaine manière, dont on est les héritiers aujourd'hui. Les territoires européens, tout au long du Moyen-Âge, comme pendant la Renaissance, ne sont pas du tout isolés les uns des autres, ils sont interconnectés, il y a énormément d'échanges, des échanges qui sont commerciaux, qui sont politiques, qui sont religieux, mais malgré tout, dans ce vaste maillage qui dessine l'Europe, on a des spécificités qui vont se faire jour dans différents foyers, et chaque foyer va se nourrir justement d'influences qui viennent de l'extérieur, qui à leur tour vont influencer d'autres foyers, et l'idée du premier chapitre, c'était de cartographier de manière très très schématique les grands foyers de la Renaissance, avec l'Italie, bien évidemment, les Flandres, qui constituent un berceau particulièrement important, et particulièrement important pourquoi ? Pour le troisième foyer qu'on évoque dans l'exposition, le foyer Picard, qui est perméable de longue date aux influences venues du Nord et venues de l'art flamand. Donc on a ce premier chapitre qui cartographie ces différents foyers. Le second chapitre qu'on a intitulé « Se réapproprier le monde » évoque les nouveaux, que j'ai très mal orthographié ici, puisque j'aurais dû le mettre entre guillemets, les nouveaux sujets qui caractérisent la Renaissance. Ces nouveaux sujets, quels sont-ils ? On va le voir après, mais on a notamment la question du portrait, du paysage, du nu, des sujets mythologiques, mais qui ne sont pas novateurs en tant que tels, puisque ce sont des formes qui existent déjà dès l'Antiquité, des thématiques qui sont connues tout au long du Moyen-Âge, mais qui sont peut-être moins développées, moins présentes que d'autres formes, mais qui reviennent sur le devant de la scène tout au long de la Renaissance, à la faveur de ce grand courant philosophique qu'on appelle l'humanisme. Le troisième chapitre, il est dédié au temps des révolutions, qu'elles soient d'ordre scientifique ou esthétique. On évoquera ici la question de l'imprimerie, de l'essor de ce qu'on appelle les arts du feu, également, qui caractérisent les productions de l'époque, suivi d'un temps sur le langage classique de la haute Renaissance, le nouveau langage artistique qui est dominé notamment en Italie par un triumvirat qu'on connaît très très bien, surtout quand on a regardé étant petit les Tortues Ninja, Léonard, Raphaël et Michel-Ange, voilà pour la petite anecdote. Et enfin, un dernier chapitre qui prolonge cette question du langage classique sur le maniérisme, qui peut être considéré comme une renaissance en métamorphose et qui sème les germes de ce qui deviendra l'art du XVIIe siècle, à savoir l'art baroque. Voilà, grosso modo, le squelette qui a été identifié, qui a été difficilement identifié et que je vous propose de découvrir maintenant au gré de quelques œuvres. Alors pour ceux qui ont déjà visité l'exposition, vous la reconnaissez. Pour les autres, je vous présente la Vierge d'humilité surmontée de la Trinité, qu'on attribue à Angelo Cucinelli, un artiste italien originaire du milieu siennois et qui fait partie de cette catégorie très particulière qu'on appelle les primitifs. Les primitifs qui est d'ailleurs une expression particulièrement impropre, puisque certes, ils ne sont pas rattachés chronologiquement aux grands maîtres de la Renaissance classique, mais ils ne sont pas si primitifs que ça, puisque ce sont eux qui jettent vraiment les bases de ce qui deviendra le langage artistique de la Renaissance. Et d'ailleurs, ce que l'on ignore très souvent, c'est que les primitifs italiens ont eux-mêmes des artistes qui les ont précédés, et on peut se vanter d'être, encore aujourd'hui en France, et d'être à l'origine de l'art des primitifs. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Tout simplement parce qu'avant
Le 14e, à partir des années 1250 et jusqu'au milieu du 14e siècle, on a en France, et notamment à Paris, de très grands chantiers. C'est les chantiers de Notre-Dame de Paris, c'est le chantier de la Sainte-Chapelle, et les artistes français vont renouveler le langage artistique du style gothique, qui va à son tour influencer les primitifs italiens qui eux-mêmes vont influencer les artistes de la Renaissance classique. On est sans cesse dans un jeu de va-et-vient et d'influence, et à la base des primitifs, on oublie très souvent qu'il y a l'art français avec notamment la transition via Avignon, avec justement la question des antipapes qui sont venus se réfugier en Avignon. Je ferme cette parenthèse parce que là je m'éloigne du sujet propre de l'exposition. Et en quoi du coup cette œuvre de Puccinelli elle est importante pour questionner cette question des primitifs et de la genèse de la Renaissance, tout simplement par son thème et sa manière plastique. Vous avez un sujet qui est très classique, qui n'est pas innovant au XIVe siècle. Une Vierge à l'enfant, il n'y a pas plus classique dans l'art occidental. Mais ce qui est nouveau, c'est la manière d'aborder le personnage, ou plutôt les personnages. Avant le XIVe siècle, on représente déjà des Vierges à l'enfant, mais on les représente en trône, ce qu'on appelle des maestas. Par exemple, la Maesta de Cimabue, qui est actuellement mise en valeur dans une exposition sur les primitifs au Louvre, que je vous invite à aller voir parce que moi-même je n'ai pas encore eu la chance d'aller la voir, donc vous me direz si elle vaut vraiment le coup. Et vous pouvez vous amuser ici au jeu de cette erreur. Qu'est-ce qui est innovant dans l'art des primitifs du XIVe siècle? Déjà la manière de traiter les personnages. Vous le voyez chez Cimabue, sur une Maesta, on a une Vierge à l'enfant qui est trônante, qui est sur un piédestal, qui est finalement mise à distance des mortels et des fidèles. La Vierge d'humilité, elle, tout est dit dans son appellation, elle est humble. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas en trône, elle est assise généralement à même le sol, dans un décor qui est très souvent terrestre. Ce n'est pas le cas sur l'œuvre de Puccinelli, mais on a retrouvé lors de la restauration des traces polychromes qui montrent qu'autour de la figure, il y avait des végétaux comme un jardin qui avait été représenté. Elle est assise donc dans un environnement terrestre, à même le sol, et elle est surtout abordée avec un très grand sens de la vraisemblance dans la manière de représenter la posture, l'attitude, l'anatomie, les effets de draperie. Si vous regardez par exemple la manche de la Vierge de Cimabue, c'est très beau. Les plis croisés, ça évoque les kimonos par exemple. C'est pas forcément un rendu très naturel en termes de plis, de mouvements. Si on regarde dans le détail les draperies de la Vierge de Puccinelli, on est sur quelque chose qui est déjà beaucoup plus souple, beaucoup plus naturel. La même chose au niveau des carnations, on a une plus grande palette au niveau du visage de la Vierge chez Puccinelli que chez Cimabue. Entendons-nous bien, j'adore Cimabue, mais l'idée ici c'est de montrer les évolutions et ça. On est en fait ici, avec ces primitifs de la deuxième moitié du XIVe siècle, en présence justement d'innovations majeures qui vont permettre d'aboutir sur un langage artistique qui va se faire de plus en plus proche de la sphère terrestre des hommes et qui va être aussi de plus en plus vraisemblable. Même si, entendons-nous bien, il y a encore beaucoup d'incongruités chez Puccinelli. Vous avez notamment dans la partie supérieure un trône de grâce, donc un Dieu le Père soutenant le Christ en croix. Bon, la blessure au flanc du Christ, elle est quand même très surnaturelle. On a un geyser comme si c'était une fontaine qui était représentée. On n'est pas encore sur une rigueur anatomique et plastique assumée, mais on tend à se rapprocher vers quelque chose de plus vraisemblable. Et juste pour le plaisir, le sujet de la Vierge d'humilité qui émerge chez les primitifs va connaître un succès de plus en plus grand au cours de l'histoire. On n'a même pas un siècle qui est ici synthétisé avec ces trois exemples, mais vous pouvez voir que la manière d'aborder la figure demeure. Chez Andrea Di Bartolo, qui est aussi un peintre siennois, on retrouve les mêmes codes avec cette volonté de faire descendre des nus finalement les personnages et de les raccrocher à un environnement qui est de plus en plus naturel. On a une végétation qui se déploie au sol. Et chez Giovanni Di Paolo, alors là pour le coup on est
clairement dans un jardin, on est clairement sur Terre, même si je suis d'accord avec vous, c'est pas non plus une photographie, mais malgré tout, on rapproche la figure de l'environnement des mortels. Et on est ici de fait en présence des premières tendances qui vont inspirer l'art des artistes de la pleine Renaissance. La pleine Renaissance qui va se développer un peu partout en Europe, dans une Europe qui va devenir l'Europe des artistes. Alors pourquoi est-ce que c'est l'Europe des artistes? Le terme est intéressant puisque avant la Renaissance, on ne parle pas d'artistes, on parle d'artisans. C'est vraiment au cours de la Renaissance que la conscience d'être artiste va émerger et que la question de l'individualité aussi de chaque créateur va devenir de plus en plus prégnante, ce qui explique pourquoi des grands noms vont avoir une grande célébrité auprès des puissants de l'époque et que François Ier, pour n'en citer qu'un, pourquoi est-ce qu'il va écrire à Léonard de Vinci pour l'inviter à venir d'Italie jusqu'en France pour s'entourer d'un artiste à l'aura déjà affirmée et mettre cet artiste à son service. On est vraiment donc à l'époque où l'artiste émerge et où l'artiste voyage. Les frontières sont plus ou moins transcendées par les artistes qui s'influencent réciproquement et on voit apparaître justement des tendances à gauche, à droite et petit à petit des tendances qui vont transiter d'un foyer à un autre. Alors, on reste en Italie pour commencer. On a la chance d'avoir dans l'exposition, je les appelle comme ça, vous m'excuserez l'expression, mais d'avoir deux superbes poupées, deux superbes mannequins. Donc des sculptures à échelle qui représentent, à échelle humaine, hein, j'entends un peu de choses près, qui constituent un groupe de l'Annonciation. Groupe d'Annonciation qui était particulièrement apprécié dans le milieu siennois tout au long du XIVe siècle. Ici, on est à la toute fin du XIVe, voire dans les premières décennies du XVe, et ce sont des œuvres qui participaient à la théâtralisation de la religion, qui étaient conçues pour être en plus déplacées pendant certaines célébrations, et qui étaient articulées. Alors, je ne sais pas si vous, pour celles et ceux qui ont vu l'exposition, si vous avez prêté attention à ce détail, les bras de notre Annonciation ici ont été restaurés à l'époque moderne, mais en tenant compte de la réalisation d'origine. Et on voit bien que ces bras étaient articulés. Pourquoi d'après vous? Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'articuler les bras de la Vierge et de l'ange? C'est quand même particulier. Là-bas, je sais que vous avez la réponse, vous n'avez pas le droit de tricher. Alors tout simplement parce qu'en fait, ces groupes d'annonciation qui participaient à la théâtralisation de la religion, elles pouvaient être revêtues de costumes en fait pendant certaines célébrations et pour plus de praticité, comme les mannequins à l'époque moderne, on pouvait bouger les bras de la Vierge pour lui passer son joli manteau, sa belle robe et l'emmener en procession dans les rues de la ville pendant certaines fêtes. Donc ça c'est pour la petite anecdote et la spécificité vraiment de ces annonciations siennoises. Ce qui fait aussi l'originalité de celle-ci, c'est qu'elle a été conservée de manière intègre. Elle n'a pas été démantelée. On connaît dans beaucoup de musées aujourd'hui des anges d'annonciation, des vierges d'annonciation, mais des groupes entiers, il y en a très très peu qui sont intégralement préservés. Parfois on les a restitués et on sait où se trouve chaque partie de la crèche, on va le dire comme ça, mais très souvent on est face à des sculptures qui sont isolées alors qu'elles avaient été pensées comme un tout. Et ce qui va faire la grande originalité, les grandes innovations aussi de l'époque au travers de celle-ci, c'est la manière de traiter les attitudes et les anatomies. Attention, vous êtes prêts? La slide suivante va vous montrer quelques décennies d'évolution sur la figure de la Vierge, toujours dans le milieu toscan. Attention, voyage dans le temps. Bon, ça change quand même. Vous retrouvez sur la droite notre Vierge des dernières années du 15e et premières années 14e et premières années du 15e, donc prêtées par le musée Germain-Condré. Et vous avez ici trois vierges qui se suivent et qui montrent l'évolution. La première sur votre gauche, elle est conservée au musée de Cluny et elle faisait partie non pas d'un groupe d'annonciation, mais plutôt d'une déploration. Elle est conservée avec un Saint Jean au
au Musée national du Moyen-Âge, et on sait très précisément quelle était la troisième sculpture qui était au milieu des deux personnages. C'est un Christ en croix qui est conservé aujourd'hui à Prato, et qui est une sculpture qui est encore vénérée dans un lieu de culte. Une Vierge de Prato qui date du XIIIe siècle. Regardez comment la Vierge est représentée. D'un point de vue de l'expression, on est sur quelque chose de très schématique. Le bras ramené sur le buste, avec la main voilà, qui semble vouloir porter un plateau, une tête sur le côté, et des mouvements de draperie qui sont particulièrement fantaisistes, avec des effets ronds sur les cuisses alors que le personnage se tient debout. Le sculpteur vraisemblablement n'a jamais pris de cours de physique, mais on est sur quelque chose qui est plus symbolique que vraisemblable. Un petit peu plus d'un demi-siècle après celle-ci, toujours en Toscane, vous avez l'une de ces Vierges d'Annonciation, donc isolée pour le coup, qui est réalisée donc par Agostino di Giovanni. L'œuvre elle est conservée à Pise, toujours avec des bras articulés, afin de pouvoir habiller plus aisément notre Vierge. Il y a déjà plus de vraisemblance dans le rendu des attitudes. Alors, ce qui permet cette vraisemblance, c'est peut-être aussi le fait qu'elle soit articulée, que l'on puisse jouer avec les bras pour traduire une expression particulière, un mouvement aussi de la tête qui permet de traduire une réaction plus naturelle, et surtout un travail au niveau du pli du mouvement de la robe dans le bois qui est beaucoup plus naturel. En revanche, sur la question de l'anatomie, c'est toujours pas ça. Parce que là, notre Vierge d'Annonciation, sans vouloir être méchant avec elle, c'est un tube. Voilà, il n'y a rien, il n'y a pas d'anatomie. Et enfin, on en arrive à notre Vierge siennoise. Pour le coup, même si, d'un point de vue anatomique, c'est pas encore ça, on est sur quand même quelque chose de beaucoup plus naturel, avec des formes qui sont plus prononcées, une ceinture qui met en valeur la taille et la poitrine, un travail sur les plis qui est beaucoup plus naturel, et surtout une posture et un mouvement de la jambe qui est très vraisemblable et très naturel. Vous avez la jambe gauche de la Vierge, donc sur la droite de la photographie, qui est pliée comme quand on se tient vraiment debout. Je ne sais pas si vous souhaitez en faire l'expérience, mais si vous vous mettez debout, la main dans tout de suite, vous n'allez pas avoir les deux jambes tendues. Vous allez forcément avoir une jambe qui se replie parce que vous reportez le poids de votre corps sur un point d'appui. Et ça, c'est quelque chose qui paraît évident, tout simple, mais c'est révolutionnaire pendant la Renaissance dans la manière de représenter les personnages. Alors je vous rassure, ces innovations-là, elles sont illustrées par des œuvres italiennes. On va les retrouver dans bien d'autres foyers, bien entendu. Pour évoquer la question des Flandres dans cette cartographie synthétisée, on a choisi dans les collections du musée d'Écouen ce triptyque qui est attribué à, alors pardonnez-moi, je ne parle pas néerlandais, donc désolé si mon accent est mauvais, attribué à Pieter Koch von Halst et les élèves de son atelier. Pour la petite anecdote, c'est un artiste qui va avoir une grande célébrité et qui va justement être victime de son succès, comme beaucoup d'autres artistes de l'époque, qui va être contraint justement de former des élèves à son style, à sa touche. Et la composition originelle de l'Adoration des Mages que vous voyez ici, elle n'est aujourd'hui pas localisée, mais on connaît plusieurs exemplaires, 5 minimum, de cette même composition, dont 2 se trouvent sur notre territoire. Donc je vous parlais de celle-ci qui est dans l'exposition qui vient du musée d'Écouen. Il se trouve qu'au musée Jeanne d'Aboville de la Fère, on en a un autre exemplaire aussi. Donc vraiment un artiste de grand renom qui va infuser son style un peu partout finalement en Europe. Ce qui est particulier avec Pieter Koch von Halst, c'est qu'il est rattaché à ce qu'on appelle le milieu des romanistes. Alors les romanistes, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces artistes flamands qui vont voyager à Rome, notamment en Italie de manière plus large, qui vont découvrir l'art des grands maîtres, comme par exemple le Pérugin, qui vont découvrir aussi les vestiges qui font partie du quotidien en Italie, en particulier à Rome, qui vont se nourrir de toutes ces influences et les intégrer à leur propre création. Ici, l'œuvre, elle date forcément
de la période qui suit le voyage en Italie de Paul von Halst, et il revient d'Italie dans les années 1520. Donc on est ici plutôt autour des années 1530-40, mais on perçoit dans la manière dont le décor a été pensé toute l'influence justement de ces maîtres italiens, et je vous évoquais à dessein un nom italien qui est celui de Perugino, qu'on appelle en français le Pérugin, qui influence tout particulièrement l'arrière-plan du volet central de ce triptyque. Ce qui est particulier, peut-être que vous allez pouvoir me le dire sur ce panneau central, qu'est-ce qu'il y a de particulier sur l'arrière-plan du panneau central? C'est la perspective. Pardon? La perspective. La perspective, première chose. Et de manière plus générale, le fait qu'il y ait un décor, en fait. Un décor en perspective qui mêle du paysage et de l'architecture. Et pour bien vous montrer à quel point on a ici l'influence de l'art italien, deux détails. Sur la gauche, un détail de cette adoration, où vous avez effectivement ces arcades qui s'inspirent très certainement de ruines vues en Italie par l'artiste. Et sur la droite, un détail du Saint-Sébastien du Pérugin qui est conservé au musée du Louvre, où vous retrouvez la même manière de travailler l'arrière-plan, la même manière de travailler l'arbre notamment, de travailler en perspective atmosphérique, l'étalage des couleurs, le rendu de la profondeur, la question de l'élément architectural qui est très présente chez Pérugin, qu'on retrouve en partie chez von Halst et dont on retrouve certains motifs dans les détails sur les pilastres de la gauche. Ces éléments, gardez-les dans l'œil puisqu'on les retrouve un petit peu partout dans l'exposition et notamment dans le deuxième chapitre sur la question de l'ornement et des motifs inspirés de l'Antiquité. J'en dis pas plus sur ces motifs qu'on appelle des grotesques. Sur le milieu français, on a choisi dans nos propres collections ce panneau assez remarquable qui est attribué donc au maître des Jacobins de Troyes et qui représente la décollation de Saint-Paul. Pour la petite histoire, ce panneau vraisemblablement constituait le volet gauche, si je ne dis pas de bêtises, d'un triptyque démembré dont le volet droit est conservé au musée des Beaux-Arts de Troyes et qui présente des scènes liées à la vie de Saint-Dominique. Et ici, on est en présence d'une manière particulièrement inédite de raconter une fable, alors une fable ici liée à la religion bien entendu, qui révèle en fait l'influence dans la mise en page des arts textiles et en particulier de la tapisserie aussi bien flamande que beauvaisienne. Ça, c'est toute l'originalité de ce panneau, puisque donc l'histoire de Saint-Paul, pour la raconter de manière très, très simple, un saint, voilà, jusque-là tout va bien, persécuté sous l'Empire romain, martyrisé, décapité. On raconte un miracle au moment de sa mise à mort, on raconte que du lait a émergé de sa blessure et que de sa tête heurtant le sol sont nées plusieurs sources. Des sources d'eau, hein, pas des sources littéraires. Donc voilà pour le récit succinct. Et vous avez en fait ici, dans un seul et même panneau, trois moments de l'histoire de Saint-Paul représentés. Au premier plan, la mise à mort, on aperçoit le saint qui recueille le lait dans un linceul avec dans la partie en bas à droite la tête et les fameuses trois sources qui ont jailli du contact avec le sol. Mais vous avez aussi le moment qui précède cette exécution, puisque tout en haut, à gauche de la composition, vous avez une tour. J'ai fait exprès de ne pas vous mettre de détails, c'est pour vous forcer à aller voir l'œuvre en vrai et à revenir voir l'exposition. Vous avez une tour au pied de laquelle sont représentés deux personnages, un homme debout et une femme agenouillée qui lui tend un linceul. C'est Saint Paul qui reçoit des mains de Sainte Clotilde le linceul qui lui permettra de recueillir le sang et le lait de sa blessure. On retrouve le linceul au premier plan. Sainte Clotilde, c'est la jeune femme rousse qui se trouve aussi derrière les personnages du premier plan. Et sur la droite, à l'arrière-plan, vous voyez un troisième Saint Paul tout de blanc vêtu qui apparaît comme par miracle dans
à l'eau, face à l'empereur, face à Néron en trône avec sa robe, son manteau brodé. On a également au premier plan, on a plusieurs Saint-Paul et plusieurs Néron, et qui apparaît face à Néron pour le maudire. Et dans cette manière de mettre en page, dans une narration continue sur un seul et même panneau, les trois grands moments de l'histoire, ça c'est quelque chose qui apparaît à l'origine plutôt dans l'art de la tapisserie et qui influence ici le travail du peintre. Ce qui révèle aussi l'influence de la tapisserie dans cette composition et des arts textiles de manière plus large, c'est déjà le grand raffinement qui est apporté sur le rendu des matières, des étoffes, notamment le manteau de Néron brodé d'or, de fourrure, il est incroyable, je veux le même. Et également le fait qu'autour de Saint-Paul, et aussi au niveau des trois sources, on a des mentions en lettres d'or qui semblent comme brodées justement et qui révèlent cette influence des arts textiles. Je fais l'impasse sur Sainte-Marguerite parce que sinon j'arriverai pas au bout et je veux pas vous garder en otage. On arrive donc dans le deuxième chapitre, se réapproprier le monde, les nouveaux sujets. Comme je vous le disais, les sujets ne sont pas si neufs que ça puisque la plupart d'entre eux sont déjà connus dans l'Antiquité également pendant la période médiévale, mais c'est la manière de les aborder qui devient de plus en plus présente dans le domaine artistique et qui renouvelle l'esthétique également, aussi bien en peinture qu'en sculpture, mais pas que. Au premier rang de ces innovations, je suis désolé, je vais être obligé de vous faire un cours de géométrie. J'en ai pas des bons souvenirs, je sais pas vous, mais en tout cas c'est important pour aborder la question de la Renaissance, une époque où les artistes se mettent véritablement en recherche, à la conquête, c'est une expression consacrée, à la conquête de la perspective pour pouvoir donner l'illusion sur une surface plane d'un univers tridimensionnel qui se prolonge véritablement vers l'infiniment loin. Pour évoquer le sujet dans l'exposition, on a plusieurs œuvres. On a notamment ce panneau prêté par le domaine de Chalice, qui est alors possiblement attribué à Niccolò Soghi, mais qui pourrait aussi être attribué à Bartolomeo di Giovanni. En tout cas, ça reste un artiste italien, c'est une certitude, et qui représente une scène de banquet. Une scène de banquet qui est peut-être tirée d'un cycle lié à l'histoire de Job, dont plusieurs panneaux sont conservés aujourd'hui à Berlin, à la Gemäldegalerie, et dont je vous ai mis ici une petite sélection. Il y en a deux de plus de mémoire qui sont conservés dans l'institution allemande, mais on est sur des formats qui sont particulièrement proches, des esthétiques qui le sont tout autant, avec un style qui révèle la sensibilité du Pérugin. Décidément, le Pérugin, il manque à cette exposition, et qui plaide pour justement l'attribution de ce panneau de la collection Jacquemart au cycle autour de Job. Alors, en quoi cette œuvre qui figure un banquet, elle nous intéresse? Tout simplement parce que, je reviens sur elle ici, vous avez donc un banquet, quel qu'il soit, peu importe, qui est abordé de manière très naturelle, mais tout en étant naturel, très schématique et très géométrique, mais qui révèle aussi les recherches des artistes de l'époque pour donner cette impression de profondeur. En quoi est-ce que cette œuvre, elle révèle cette question de la géométrie qui est si prégnante pour concevoir l'espace? Hop, là pour ça, en fait. C'est la Renaissance, le moment où les artistes parviennent à comprendre que pour donner l'impression du très loin et de la tridimensionnalité, il faut un seul et même point de fuite et que toutes les lignes convergent vers ce même point de fuite. Je me suis amusé, rien que pour vous ici, à dessiner ces lignes et ce point de fuite chez Niccolò Soghi. On retrouve la même chose chez Le Pérugin, avec en plus chez Pérugin un travail particulier qui est aussi évoqué dans l'exposition via une œuvre attribuée à Véronèse, avec la question du pavement et du carrelage.
très souvent, on va retrouver au moment de la Renaissance, sur des scènes qui se jouent en intérieur, on va voir la présence d'un damier au sol. Pourquoi? Parce que justement, les lignes du damier donnent des points de repère aux artistes pour faire converger tout vers le même point de fuite et par la suite pouvoir disposer plus aisément leur personnage dessus. Donc c'est un petit peu de la triche, mais c'est de la belle triche quand même, il faut leur reconnaître ça. Donc ici on était sur la question de la perspective plutôt linéaire ou géométrique, hein, le fait de faire converger les lignes vers le même point, qui se traduit aussi sur la question de la maîtrise des échelles. Si vous regardez par exemple le Saint-Sébastien et que vous regardez l'arbre qui se trouve, le grand arbre tout fin qui se trouve derrière lui à l'arrière-plan, on est bien d'accord que normalement Saint-Sébastien est plus petit que l'arbre, mais ici pour donner cette impression de creusement et de profondeur, l'artiste a compris qu'il devait aller du plus grand vers le plus petit pour donner l'impression du très loin, en suivant le même rapport de proportion et de ligne que celle dessinée par finalement la convergence vers le point de fuite. En termes de maîtrise de la perspective, on est aussi tributaire pendant la Renaissance d'une grande révolution qui est celle du coloris, avec le développement d'un nouveau matériau, la peinture à l'huile, qui est beaucoup plus transparente, qui permet des effets beaucoup plus naturels et vraisemblables sur la lumière, la superposition des teintes, et on a des artistes qui vont devenir véritablement experts du coloris. C'est le cas chez beaucoup d'artistes issus du milieu vénitien. On connaît Titien, Tintoret, tout est dit dans son nom, hein. Tintoretto, c'est le petit teinturier. Je pense qu'on a compris qu'il maîtrisait la couleur. Et en l'occurrence, ces grands noms vénitiens vont aussi avoir des élèves. On a notamment dans ce milieu Giovanni Bellini, qui est un très grand nom de la Renaissance italienne, qui va être le maître de Girolamo da Santa Croce. Santa Croce qui devient lui aussi un maître incontesté du coloris. Et ne m'en veuillez pas, mais la photo ici du mariage mystique de Sainte Catherine ne rend absolument pas grâce à l'éclat de cette œuvre. Vraiment, je fais tout ce que je peux pour vous forcer à venir voir l'expo, mais cette peinture, il faut vraiment la voir en vrai pour comprendre la maîtrise de la palette de l'artiste. Cette maîtrise de la palette, elle leur permet des effets de plus en plus vraisemblables aussi dans le rendu de la profondeur et d'un environnement qui est le plus terrestre, le plus naturel possible. C'est ce qu'on appelle la perspective atmosphérique et un étalage des couleurs, notamment sur les arrière-plans, qui permet d'aller des couleurs les plus vives aux couleurs les plus estompées pour donner des effets aussi de flou et de très loin. Ce qui me permet aussi, via cette œuvre, de transiter vers un autre sujet qui est celui du paysage. Le paysage aujourd'hui, c'est un lieu commun en termes de sujet dans l'histoire de l'art, c'est un genre à part entière, mais c'est un genre qui a eu un destin particulier et qui émerge seulement au moment de la Renaissance. Si je reviens un tout petit peu en arrière, si vous regardez notre scène de banquet de Niccolò Soghi, bon, le paysage, il est très restreint. C'est juste le ciel, un ciel qui est quand même traité de manière naturelle, avec cette perspective atmosphérique, mais pas plus. Chez Pérugin, il est là comme décor à l'arrière-plan, mais c'est pas encore le vrai sujet. En fait, ce que je veux vous dire là, c'est qu'avec la Renaissance et ces décors qui ouvrent sur le monde, les artistes ouvrent une fenêtre. Ils ouvrent une fenêtre sur le monde en le représentant par petites touches par-ci par-là, et puis très vite, ce monde, il va finir par envahir littéralement la surface que les artistes choisissent de travailler, et avec le temps, le paysage va s'autonomiser, ne va plus être qu'un simple décor pour un portrait, une fable, un récit, mais va devenir un genre à part entière. Et cette émergence du paysage, elle est permise justement grâce aux artistes de la Renaissance. Mais une fois de plus, ce n'est pas un genre qui est nouveau en tant que tel à l'époque. Pourquoi? Parce que, notamment dans l'Antiquité, si on pense à la civilisation romaine, les fresques pompéiennes, pour n'en citer qu'un exemple, mettent en jeu justement ces questions du paysage avec des représentations d'espaces naturels et une quête de tridimensionnalité qui existait déjà dans l'Antiquité.
Pour raccrocher tout ça au territoire, on a souhaité, à l'occasion aussi de cette année particulière qui marque les 800 ans de la cathédrale de Beauvais, on a souhaité présenter une œuvre de nos collections qui est inédite, à savoir cette qui a priori n'est pas si intéressante que ça, et en fait elle l'est tout particulièrement. C'est cette Pietà, qui est attribuée alors, à un anonyme français, mais qui, en fait, aujourd'hui, on pense que c'est plutôt un peintre flamand actif sur le territoire picard qui l'a réalisé. Cette œuvre, c'est un très rare exemple d'un procédé de peinture qui a été, a priori, très populaire sur le territoire de l'ancienne Picardie, qu'on appelle la peinture sous verre. La peinture sous verre, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas du vitrail, c'est comme de la peinture sur panneau, sur toile ou autre, sauf qu'on peint à l'envers. C'est-à-dire que le peintre sous verre va prendre sa plaque de verre et il va commencer par peindre la couche finale de la composition, c'est-à-dire les éléments qu'on voit tout de suite au premier coup d'œil, en l'occurrence les rehaus qu'on a sur les personnages, et il va travailler à rebours pour terminer par l'arrière-plan, alors que normalement sur une toile ou sur un panneau, on a l'habitude de faire l'inverse finalement. Et derrière ces couches de peinture qui sont derrière le verre, on vient placer une feuille métallique qui permet de protéger les couches de peinture, mais qui permet aussi de rehausser l'éclat de certaines teintes qui ont été déposées à l'arrière du verre. Je vous le disais, c'est un procédé qui est peu connu aujourd'hui, qui a émergé très certainement chez les verriers vénitiens et qui a été très vite adopté par les artistes flamands qui étaient eux-mêmes très actifs sur le territoire de l'ancienne Picardie. Et apparemment, il y a eu une école de peintres sous verre flamands actifs sur le territoire du Beauvaisis. C'était important pour nous de mettre en valeur cette œuvre qui était conservée en réserve, de la faire restaurer. Et ce qui est particulier aussi par rapport à cette histoire de l'anniversaire de la cathédrale, c'est que, vous le voyez, on a un paysage derrière la déploration ici mise en scène, et on a surtout sur la partie droite notre grande voisine qui est représentée, la cathédrale de Beauvais, à un moment particulier de son histoire, à un moment où justement il y a des travaux et où elle est en train de s'élever, ce qui nous permet de dater très précisément cette plaque de verre. On est ici sur une période qui commence en 1520 et qui va s'achever vers 1550. Donc voilà pour le petit clin d'œil au territoire. Un autre genre qui va avoir un destin particulièrement fécond, c'est celui du portrait. Le portrait, il est très connu dans l'Antiquité, les portraits grecs, les portraits romains, les bustes, c'est quelque chose qu'on connaît très bien, mais par contre la question du portrait, elle est mise à l'index d'une certaine manière pendant le Moyen-Âge, puisque on considère qu'un portrait, ça révèle une certaine forme de vanité, ce qui n'est absolument pas permis dans les sociétés judéo-chrétiennes, et de fait on s'intéresse peu à la question de l'individu et de la fixation de ses traits. Or, la Renaissance s'accompagne de l'humanisme. L'humanisme, c'est remettre l'homme au cœur du monde et des préoccupations. Donc, au cœur du monde, ça passe par représenter le monde, je pense que vous l'avez bien compris, mais c'est aussi remettre l'homme en tant qu'individu avec ses spécificités dans les réflexions et les réalisations. Et c'est comme ça que se forge petit à petit l'art du portrait. Un portrait qui emprunte beaucoup au code du portrait antique, la question du buste, la question du profil, qu'on va voir après. Le portrait peut être, dans la Renaissance, individuel, il peut être dynastique, ou ça peut aussi être un portrait de groupe, comme c'est le cas avec ce portrait de quatre sœurs de la famille Bentivoglio, qui était originaire de Bologne. Et l'originalité de ce portrait, c'est qu'en fait, il s'agit d'une... c'est une réduction, en même temps c'est un gros plan, d'un détail, d'un très grand tableau qui se trouve encore aujourd'hui dans une église bolognaise, une œuvre de commande par la famille Bentivoglio, qui avait commandé à Lorenzo di Ottavio Costa
cette composition, toute la famille en prière réunie autour d'une Vierge trônante. Et l'œuvre que nous, on expose, c'est justement ce cadrage très particulier de 4 sœurs de la famille, qu'on voit sur la partie gauche de la composition, et qui nous permet d'évoquer la question du format et du genre. Alors je reviens sur l'œuvre elle-même. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'intéresse bien entendu, avec la question du portrait, à la fixation des traits de chaque modèle, qu'on veut restituer de manière la plus vraisemblable possible, avec des attitudes qui peuvent être variées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au travers du portrait, les artistes vont aussi s'amuser à trahir, ou plutôt à révéler, plutôt que trahir, à révéler la personnalité de chaque modèle représenté, ou peut-être aussi le destin qui attend les personnages. Et juste en regardant ici les regards de ces 4 sœurs, voilà, moi je peux vous raconter, peut-être deviner aussi certaines choses sur qui elles sont et sur ce qui va leur arriver. Si vous regardez les 2 premières sœurs qui se situent au premier plan, prêtez attention au regard, à l'attitude, au port de tête. Comment est-ce qu'on pourrait les qualifier? Elles sont mariées. Elles sont mariées. On va dire qu'elles sont dans le rang. Voilà, elles tiennent leur position, elles se tiennent de manière très noble, le corps est altier, elles regardent droit devant elles avec une manière très élégante de positionner les mains. Et effectivement, ces 2 sœurs de la famille Bentivoglio vont se marier, avoir des enfants et vont avoir une vie classique de princesse italienne. Je caricature, mais grosso modo, on est là-dessus. Les 2 sœurs de l'arrière-plan, c'est différent. Celle qui se trouve à gauche, déjà, elle n'a pas tout à fait la même coiffure que les autres sœurs. On voit qu'elle a déjà comme un voile, comme une guimpe, et on sait que cette sœur Bentivoglio, quelques années après la réalisation du tableau, elle va rentrer dans les ordres. Regardez aussi son regard, elle ne regarde pas droit devant elle, elle regarde déjà vers les cieux. Donc on révèle un petit peu de la personnalité du modèle. Et la 4e sœur, blonde vénitienne sous son voile, deuxième en partant de la droite, qu'est-ce qu'elle regarde? Qu'est-ce qu'elle fait? Nous regarde. Ah ouais, elle nous défie. On sent qu'elle a du caractère, puisqu'elle ose nous regarder directement dans les yeux, contrairement à ses autres sœurs. Et on sait en effet que cette sœur a du caractère, puisqu'elle aussi, elle va se marier. Mais comme elle a du caractère et qu'elle est malheureuse en mariage, que son époux n'est pas conforme à ses vœux, pour le dire un peu vite, ni une ni deux, elle va le zigouiller. Donc on est en présence quand même d'un caractère très fort que la simple, dont le seul portrait suffit à révéler justement la puissance, la force de caractère. C'est pour la petite anecdote. Je vous le disais, les portraits vont se développer sous différentes formes. On va avoir des poses de 3/4, de face, de profil. La question du profil, elle est présentée dans l'exposition avec notamment ces portraits en cire. Alors pour la petite anecdote, l'usage de la cire par les artistes existe déjà pendant la période médiévale, bien entendu, mais c'est juste la destination qui va changer. C'est-à-dire que la cire était utilisée par les artistes, notamment au XIIIe et XIVe siècle, pour la réalisation de portraits, c'est un peu macabre, de portraits mortuaires, voilà, comme d'autres matériaux. Ça change. Pendant la Renaissance classique, au XVe siècle, on va utiliser ce matériau pour en faire des portraits d'apparat, des petits médaillons qui sont destinés à des cabinets de curiosité, comme ceux qu'on présente dans l'exposition. Et dans leur forme, eh bien, ces portraits de profil découlent directement de l'art de la médaille et du portrait classique inventé par les Grecs et développé ensuite par les Romains. Et ici, juste pour vous montrer la parentèle du genre, l'un des portraits en cire de l'exposition face à un portrait, une médaille de la Renaissance conservée au musée du Louvre qui joue sur les mêmes codes, la même manière de présenter les personnages. Et sur la droite, pour le coup, une médaille antique, purement à l'antique, qui vous montre que ces codes sont repris justement de cet art classique. Pendant la période, on va redécouvrir aussi les sujets, les thématiques de l'Antiquité et la question des allégories va être particulièrement prégnante en peinture, en littérature, dans
les éléments ornementaux, les représentations d'idées ou de concepts au travers de personnages de chair et de sang, on va le dire comme ça. C'est quelque chose qui va connaître un très très grand succès, et notamment à la faveur d'un texte littéraire qui va avoir une postérité longue, c'est la question des triomphes. Les triomphes qui vont être illustrés déjà à la fin de l'époque médiévale, mais qui vont laisser leur empreinte sur l'imaginaire des artistes de la Renaissance classique. Et en l'occurrence, dans l'exposition, on a choisi cette allégorie attribuée à l'entourage de Giorgio Vasari, qui est quand même l'inventeur de l'histoire de l'art, qui invente aussi la notion de maniérisme en des termes élogieux. Et ici, vous avez une allégorie qui est portée en gloire, qui est tirée de manière traditionnelle sur un char, tirée par des lions, et on voit qu'elle est donc vraiment sur qu'elle est magnifiée, parce que non seulement elle est sur un char surélevé, mais en plus vous avez ce mouvement particulier qui est donné à son manteau et qui correspond justement à cette manière de célébrer une figure ou un personnage. Malheureusement aujourd'hui cette allégorie, elle n'est pas identifiée. On n'est pas en mesure de dire de quelle idée il s'agit, parce qu'il y a énormément de références qui brouillent un peu la compréhension de l'œuvre. Vous retrouvez par exemple les lions qui tirent le char, qui peuvent renvoyer à la force. Vous retrouvez sur la tête de notre allégorie une tour qui pourrait la rapprocher de certaines divinités antiques comme Cybèle ou Tyché. Elle porte un globe, mais ce globe, qu'est-ce que c'est ? C'est la Terre, c'est la Lune, rien n'est sûr. Et ce globe, il est surmonté d'un oiseau qui a longtemps été considéré comme un pan, ce qui a pendant très longtemps fait qu'on a pris cette peinture pour un triomphe de Junon. Le problème, c'est que cet oiseau, il est tellement imaginaire qu'il s'apparente beaucoup plus à un phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres. De fait, on a plein d'identifications possibles de cette allégorie. Ça pourrait être l'éternité, avec la question de la renaissance permanente du phénix qui renaît de ses cendres. Ça pourrait être l'inconstance, puisque le globe pourrait être une lune, et une lune, je ne vais rien vous apprendre, mais la lune, elle change toutes les nuits, hein, elle est inconstante. On pourrait être en présence d'une représentation de la force, avec la tour, plus les lions au premier plan. Il y a trop d'éléments qui viennent brouiller à l'heure actuelle la lecture de cette œuvre. Et juste pour vous montrer à quel point le doute est permis, je vous ai mis volontairement en regard l'œuvre attribuée à Vasari d'une œuvre peinte par Bellini, que j'évoquais tout à l'heure, qui est conservée à l'Académie de Venise, et qui représente ici la fortune ou l'inconstance, allégorie qui prend les traits d'une jeune femme très proche finalement de celle qu'on a dans l'exposition au niveau de la draperie, qui se tient dans une barque, alors quoi de plus instable qu'une barque sur l'eau, en train de tenir justement l'astre lunaire, parce qu'il est sans cesse en train de changer, pour évoquer cette idée. Et on a peut-être cette influence dans l'œuvre vasarienne qui est présentée dans l'exposition. Je surveille l'heure parce que, comme d'habitude, comme en visite, je ne vais pas tenir le délai, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. On redécouvre aussi, pendant la Renaissance, les canons de l'art antique. C'est la question du nu héroïque, présenté chez nous au travers de ce Jupiter aux foudres d'Alessandro Vittoria. Et ce qui fait la particularité de ce nu héroïque, c'est qu'il est, tout au long de la Renaissance, abordé avec un souci de plus en plus prononcé envers la vraisemblance du rendu anatomique, dans la posture, dans la musculature. Il faut garder en tête que la Renaissance, c'est le moment aussi où la médecine fait des bonds fulgurants avec les prémices des recherches anatomiques, des opérations, etc., dont Léonard de Vinci était d'ailleurs un grand précurseur. Et c'est aussi l'époque où on redécouvre des vestiges, et notamment des sculptures grecs et romains, qui vont renouveler la manière de penser le corps et sa représentation. Et pour rendre ça saillant ici, j'ai mis en regard le Jupiter de Vittoria avec la mort de Laocoon, qui est redécouvert pendant la Renaissance, en 1506 plus précisément à Rome, qui fait partie des collections du Vatican, qui montre à quel point on était dans une recherche à
à l'époque hellénistique voilà, de théâtralité du corps, d'exagération de la musculature, de la posture, et qui nourrit justement l'imaginaire des artistes à l'époque moderne. La question des thèmes antiques, elle envahit tous les domaines, et également la question de l'ornement, puisque vous avez dans l'exposition plusieurs panneaux qui ont été conçus pour orner des meubles, qui ont été démantelés, et qui présentent justement ces grands sujets qui font partie des innovations de la Renaissance, en l'occurrence le portrait, intégré ici dans des éléments décoratifs, portrait qui lorgne beaucoup vers les inspirations antiques des créateurs contemporains, et pour le coup, je vous ai mis en dialogue l'un de nos panneaux avec un marbre prestigieux s'il en est, un marbre de Andrea del Verrocchio, le maître de Vinci. Je ne sais pas si quelqu'un avait déjà eu l'idée de faire ce dialogue entre les deux, mais moi ça m'a sauté aux yeux quand j'ai préparé la conférence, et je me suis dit je vais être obligé de le mettre. Verrocchio qui s'inspire de l'art du portrait à l'antique, avec des effets particulièrement raffinés dans la manière de traiter la cuirasse, le casque et ses ornements, et dont on retrouve l'influence jusque dans les réalisations des huchiers Picard. Alors ici, c'est surtout cette slide qui est importante, c'est la question de ces motifs qu'on appelle les grotesques, que j'évoquais tout à l'heure, qui tirent leur nom de l'environnement dans lequel on va les découvrir. Des motifs qu'on découvre à Rome dans les vestiges de la Domus Aurea, donc la maison dorée de Néron, qui est ensevelie et qu'on prend pour une grotte, et comme elle est recouverte de motifs fantaisistes, ces motifs, ce sont des grottos, des grotesques. En fait, ce sont des ornements faits de formes hybrides, végétales, animales, conçus de manière symétrique ou dans une fausse symétrie, caractéristique de l'art romain, que les artistes italiens intègrent dans leur réalisation, et grâce au voyage d'artistes, au progrès aussi de l'imprimerie, de la gravure qui reproduit tous ces motifs qui sont alors découverts et réélaborés, on va le dire comme ça, eh bien, le principe du grotesque arrive jusque sur le territoire de l'ancienne Picardie, et on va retrouver ces mêmes formes sous le ciseau expert des huchiers Picard. Donc on est vraiment en permanence dans un dialogue entre les différents foyers. J'accélère. La question des révolutions, on a choisi de l'évoquer dans l'exposition par le biais des sciences, et pour traduire vraiment cette idée, il était important pour nous de mettre en avant celui qu'on appelait le roi des instruments. Et le roi des instruments pendant la Renaissance, c'est l'astrolabe, un assemblage particulièrement complexe de rouages, de règles, de mesures qui étaient utilisées dans tous les domaines, en astronomie, en géométrie, en astrologie, en architecture. On pouvait même utiliser l'astrolabe pour la navigation maritime. Et le principe de l'astrolabe n'est pas spécifique à la Renaissance, puisque le principe existe déjà au IIe siècle avant Jésus-Christ, mais c'est vraiment au cours du XVe et surtout du XVIe siècle que l'astrolabe prend une place prépondérante dans l'esprit et dans la pratique des savants européens, à tel point que des traités sont également rédigés, notamment le traité de Dominique Jacquinot sur l'usage de l'astrolabe universel et particulier. Et il se trouve que les archives départementales ont la chance de conserver un exemplaire de ce traité, et bien évidemment on a choisi de le présenter en dialogue avec un astrolabe dans l'exposition pour montrer comment cet outil avait une place importante dans l'esprit des hommes et des femmes de la Renaissance, et dont l'usage, la fonctionnalité était diffusée à grande échelle par le biais d'ouvrages imprimés, et d'ouvrages imprimés illustrés par le biais notamment de la gravure. La question des révolutions, elle porte aussi dans l'exposition sur l'essor inédit pris par les arts du feu, notamment les créations céramiques, mais aussi les émaux. Alors, les émaux qui sont caractéristiques de ce qu'on a appelé l'œuvre de Limoges, qui connaît un grand succès pendant la période
romane et la fin de la période gothique, mais qui tombe un peu en désuétude pendant 2 siècles et qui est réinvesti d'une charge particulière pendant la Renaissance classique. Sur la question des céramiques, la Renaissance, elle se caractérise dans le milieu italien par l'élaboration de différents ateliers qui vont produire ce qu'on appelle la majolique. Alors la majolique, c'est cette céramique historiée très souvent produite en différents foyers italiens et qui tire son nom de l'influence d'une céramique hispano-mauresque. De longue date, les marchands italiens commercent avec l'Espagne, commercent tout autour de la Méditerranée, et en revenant d'Espagne, ils font étape très souvent sur l'île de Majorque, qui produit justement des céramiques influencées par l'art mauresque. Et la préciosité de ces céramiques hispano-mauresques rend jaloux les Italiens qui vont élaborer différents procédés et qui parviennent, notamment au XVe et surtout au XVIe siècle, à maîtriser très précisément les arts du feu pour la réalisation de cette céramique d'apparat qu'on va appeler la majolique et qui leur permet de diffuser à grande échelle, même si l'échelle est moins grande que par le biais de l'imprimerie, les œuvres, les grands motifs, les grandes découvertes de l'époque. Et en l'occurrence, sur cette coupe prêtée par le musée des Coins, on a un motif inspiré donc, de la mythologie. On retrouve le Laocoon en train d'être tué par un monstre marin avec ses fils. Et la scène que vous avez sur cette assiette découle indirectement de la sculpture que vous avez vue précédemment. Pourquoi indirectement? Parce qu'elle reproduit une gravure d'un artiste italien qui s'appelle Marco Dente, qui a librement adapté la sculpture que vous avez vue précédemment. De fait, la majolique devient un support de diffusion des grandes compositions de l'époque. Sur le territoire de l'ancienne Picardie, la céramique, elle est très importante, bien évidemment, et surtout le raffinement des productions locales dépasse les frontières de la seule Picardie, notamment dans le cadre de réalisation de ce qu'on appelle de la céramique de demi-luxe. Dans l'exposition, on présente cette chevrette qui est ornée d'un blason aux armes de la famille Silly, qui n'est pas du tout originaire de Picardie, mais qui est plutôt implantée sur le territoire de l'actuelle Val d'Oise. On dirait c'est pas très loin, mais on n'est pas quand même sur le territoire de la Picardie, mais ce qui prouve malgré tout que cette famille non originaire de Picardie a passé commande aux ateliers beauvaisiens pour des pièces comme celle-ci, ornées de son blason. Pourquoi? Parce que justement, les productions beauvaisiennes jouent d'effets métallescents, de reflets qui imitent la pierre dure notamment, et qui donnent un caractère semi-précieux, d'où l'appellation de demi-luxe pour ces céramiques, et qui dépassent les frontières du territoire. Donc on est vraiment sur un foisonnement autour des armes du feu qui traverse l'ensemble des foyers européens. Je suis désolé, j'accélère, je voudrais vous parler de tout, mais je suis atteint de parlotte, c'est vraiment très compliqué pour moi. Le 4e chapitre, il porte sur le langage de la Renaissance classique, qui est dominé, comme je vous le disais, par ce triumvirat formé par Raphaël, Léonard et Michel-Ange. Je pourrais y ajouter un autre membre pour former un quatuor, c'est le Pérugin. Vous avez compris que j'aime particulièrement le Pérugin. Alors non, en fait, c'est pas vrai, j'aime pas spécifiquement le Pérugin, mais Dieu sait qu'il a été important pour comprendre le langage de la Renaissance classique. Et ce qui caractérise justement ce langage de la Renaissance classique, c'est une recherche permanente de mesure, d'équilibre, d'harmonie, d'humanité également dans la manière de traiter les sujets. Et ici, vous avez une œuvre attribuée au maître du Tondo Campana, qui figure la Sainte Famille avec Saint Jean-Baptiste dans un paysage. Vous voyez, tout est lié, hein, le paysage revient aussi dans différents chapitres. Et au travers de cette œuvre s'incarne cette recherche que je viens de vous décrire rapidement. Les attitudes, les postures des personnages sont très délicates, très douces, très mesurées. Regardez les mains de la Vierge, regardez l'expression de son visage avec un très léger sourire. On a l'impression qu'on est en fait véritablement en présence d'artistes qui veulent recréer un univers
idéal, mais qui se fait de plus en plus terrestre possible, qui se fait de plus en plus proche de l'homme. L'humanisme, ne cherchez pas plus loin. Botticelli incarne aussi cette Renaissance classique avec une particularité chez lui, ça va être le caractère très humain qu'on va retrouver dans ses figures et dans leurs expressions, contrairement à ce que vous avez ici avec une Vierge qui est doucement souriante. Le mot doucement est très bien choisi. Chez Botticelli, on a très souvent des Vierges qui, au contraire, ont un visage particulièrement grave. Et on a l'habitude de dire que les Vierges à l'enfant de Botticelli, si elles sont aussi graves, c'est parce qu'elles sont représentées au moment où la Vierge comprend ce qui va se passer comme tragédie pour le petit enfant qu'elle tient dans ses bras 30 ans plus tard. Donc on est sur une forme de psychologisation des figures de la religion qui les raccroche à la sensibilité des spectateurs et qui les rend de plus en plus humaines. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure avec la Vierge d'humilité, hein. On l'a fait descendre de son trône, de son piédestal, bah, c'est pas suffisant, on va aussi la traiter comme finalement non pas une Vierge à l'enfant, mais comme une mère qui tient son enfant. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit aussi à Léonard, entre autres. Léonard qui traite ici, dans son jeune temps, le sujet de la Vierge à l'enfant, à la manière d'une scène d'intimité, comme si finalement il représentait une mère tenant son nouveau-né sur les genoux. Donc ça, c'est véritablement quelque chose de particulièrement novateur dans l'art de la Renaissance classique. Alors, sur le territoire picard, je vous le disais, il a été pendant très longtemps perméable aux influences plutôt flamandes, et en Picardie, on va avoir une permanence assez longue des codes de l'art gothique. Et pour bien rendre saillant les choses, on a présenté dans l'exposition 2 œuvres, qui ne sont pas celles-ci, on n'a qu'une sur les deux. Un Saint-Nicolas qu'on a fait restaurer il y a quelques années, qui date des années 1500, mais qui est encore particulièrement révélateur des tendances artistiques du gothique. Pour bien le comprendre, je l'ai mis en regard avec cette Vierge à l'enfant acéphale qui est conservée au musée de Cluny, qui date du XIIIe siècle, et dans la manière de travailler le pli, la couleur, la posture, on est véritablement sur un prolongement de ces tendances qui ne mettent pas en valeur l'anatomie et qui ne l'abordent pas de manière vraisemblable. Quelques années après, on passe de ce langage artistique en Picardie à celui que vous avez sur la droite, avec une recherche qui est beaucoup plus prononcée sur la vraisemblance de la posture, de l'anatomie, du rendu des étoffes, des mouvements, des relations aussi entre les deux personnages représentés, et pourtant il n'y a que 30 ans qui séparent ces deux sculptures. Tout ça pour dire que les codes du langage classique présentés par les œuvres italiennes infuse petit à petit dans les différents foyers et va finir par arriver en Picardie, mais à une époque où dans d'autres foyers, on est déjà sur quelque chose d'autre, on est déjà sur le maniérisme. J'arrive. Le maniérisme, qu'est-ce que c'est? C'est ce temps particulier qui commence en France, en Italie, en Flandre, plus ou moins à la même époque, dans les années 1520-1530, donc bien après, quelques temps après la domination artistique de Michel-Ange, et à quoi ça correspond le maniérisme? On est en fait en présence d'une génération d'artistes qui est pleinement consciente que ce sont des artistes, ça c'est une certitude, mais ces artistes, ils sont aussi conscients d'une chose, ils sont nés trop tard. Pourquoi trop tard? Parce qu'ils sont nés après Michel-Ange. On ne peut pas faire mieux que Michel-Ange. Donc comment est-ce qu'on existe en tant qu'artiste quand on passe après Michel-Ange? Perso, j'aurais pas voulu, hein, si j'avais été artiste. Eh bien en fait, ils vont se dire, pas de problème, on arrive après Michel-Ange, bah c'est pas grave, on va faire à notre sauce. Et en fait, ce qu'ils vont faire, ces maniéristes, c'est qu'ils vont reprendre les codes de la Renaissance classique et notamment de la terribilità de Michel-Ange, qu'ils vont pousser à l'excès. Ils vont étirer les formes, étirer les anatomies, faire des effets de couleur de plus en plus surnaturels, et ils vont finalement tordre le cou, au propre comme au figuré, au code de la Renaissance classique. Alors dans l'exposition, on présente cette charité de Francesco, d'après Francesco Salviati. Sur la droite,
C'est l'œuvre Princeps, l'œuvre originale qui est conservée à la Galerie des Offices. Pour avoir vu les deux plusieurs fois, je préfère celle que nous on expose. Je ne suis pas chauvin, mais je la trouve beaucoup plus intéressante. Et elle révèle justement ces tendances que j'évoquais. Et elle montre aussi dans le même temps dans sa composition l'influence de Michel-Ange. Vous avez ici sur la droite une Sainte Famille peinte par Michel-Ange, conservée elle aussi aux Offices, la Sainte Famille dite Tondo Doni. Bon, je crois qu'un simple coup d'œil suffit à comprendre l'influence dans la manière dont les deux figures sont représentées. C'est le même code couleur, rose, bleu, c'est la même posture, c'est la même torsion de visage. On est sur une influence très très nette du style de Michel-Ange chez les maniéristes. Par contre, ce qui est nouveau, si vous regardez bien la Charité de Salviati, c'est que d'un point de vue anatomique, il y a des choses qui ne vont plus tellement. Regardez les doigts de la Charité. Ils sont particulièrement étirés et fins. Regardez son cou. Il est très gracieux, mais il est lui aussi déjà très très étiré. On a un raffinement aussi, un effet de manière, c'est ce que veut dire l'expression, donné au niveau de la richesse des bijoux qu'elle porte sur la tête, une coiffure qui est de plus en plus complexe et qu'on retrouve chez d'autres artistes de la même époque, également dans l'exposition. Regardez le cou ici de la Vierge qui est au centre. Pour le coup, notre Vierge, c'est une girafe, mais une girafe qui s'inspire d'un art particulièrement en vogue à l'époque, en l'occurrence la Vierge long cou de Parmigianino, qui révèle ces mêmes tendances, ces tendances à l'excès, où on va déformer les anatomies pour proposer des compositions qui sont de plus en plus saisissantes, de plus en plus théâtrales. Ici, on était en présence de cette incarnation dans des œuvres italiennes. Heureusement, ça existe aussi dans le milieu français et surtout beauvaisien, avec ce qu'on a appelé l'école de Fontainebleau. Alors l'école de Fontainebleau, c'est voilà, c'est notre cher François Ier qui s'entoure d'artistes pour orner son château de Fontainebleau, ce qui donne naissance justement à cette école. Alors pour vous donner une petite idée, si vous ne l'avez jamais vue, voilà un peu à quoi ça ressemble, le style de l'école de Fontainebleau. C'est chargé. Hein, voilà, c'est chargé et en fait tout fonctionne ensemble, c'est-à-dire que la peinture fonctionne avec les éléments de boiserie, qui fonctionne avec les éléments sculptés, avec les stucs. On est sur vraiment une profusion décorative qui se veut la plus théâtrale possible. Et dans l'école de Fontainebleau, on a un artiste beauvaisien qui est Antoine Caron, qui incarne particulièrement bien ces grandes tendances. Ici, une résurrection du Christ, on est vraiment à la toute fin du XVIe siècle, à la fin du maniérisme. Un Christ qui reprend voilà, les canons classiques hein, en termes d'anatomie, mais avec un étirement des jambes, un étirement des bras, avec une posture particulièrement élégante. Hein. Notre Christ ici, il est en train de faire un ballet sur une scène, et il est entouré de soldats effrayés qui me semblent particulièrement coquets. Vous avez des armures jaune d'or, vous avez du vert pistache, du bleu, enfin on est sur quelque chose de très fantaisiste, très lumineux, très surnaturel aussi. On dépasse finalement les codes qui avaient été établis par les artistes de la Renaissance classique. Et pour revenir à l'origine et boucler la boucle, on revient au premier parent de l'humanité. Renaissance, tout est dit, il faut bien naître à un moment donné. Donc Adam et Ève sont dans l'exposition, incarnés donc, par le style de Domenico Tintoretto, qui est le fils de Jacopo, donc du Tintoret, le petit teinturier que j'évoquais tout à l'heure. Et le style de Domenico s'inspire très clairement de ce que faisait son père. Mais ce qui nous intéresse avec cette œuvre, c'est la manière dont le sujet il est abordé. Je ne vous fais pas la retape sur la question du paysage. Vous avez compris, le paysage est là et il va rester pendant des siècles et des siècles. Le sujet reste un sujet traditionnel, inspiré de la religion Adam et Ève, mais c'est la manière de l'aborder qui est particulièrement innovante. Vous avez des personnages qui ne sont pas saisis de manière équilibrée et harmonieuse, comme on a pu le voir avec la Sainte Famille, mais au contraire, on va les saisir dans un temps plutôt suspendu, dans un équilibre précaire. Regardez la posture d'Adam
bon, on a l'impression qu'il a été pris en photo, quoi. Clac, attends, je vais prendre ma pose. Voilà, il n'est pas représenté comme s'il posait. Regardez Ève. On a l'impression qu'elle va tomber, elle aussi, qu'elle flotte un petit peu. Et ça fait véritablement partie du langage méaniériste, surtout quand on combine ça à la manière de traiter les anatomies. Regardez le corps d'Adam, sa musculature. Bon, on n'est pas sur un canon classique, on est en train de lui tordre littéralement le corps. C'est une sorte de prémisse à ce que feront les artistes dits baroques, notamment avec, pour n'en citer qu'un, Bernin et Rubens. Si vous avez dans l'esprit les corps de Rubens, bon, ben, on est à la genèse des anatomies rubéniennes. Et pour vous montrer à quel point on est vraiment sur une influence entre le père et le fils, ça c'est le petit bonus. Ève constitue un véritable reflet dénudé de la suivante que vous avez chez le père, donc chez le Tintoret, dans une Suzanne au bain. Les deux figures sont représentées dans la même attitude, en reflet, version tout public, version censurée, ou plutôt version originale, version censurée. Et cette question justement des postures, des anatomies précaires en équilibre, c'est quelque chose que le fils Domenico n'invente pas, mais reprend également à l'art de son père, puisque sur la Suzanne au bain, vous avez une héroïne qui a pour le coup une anatomie particulièrement surprenante, qui n'est pas si vraisemblable que ça d'un point de vue biologique, et qui fait partie justement de cette renaissance en métamorphose où les artistes dépassent les codes de la vraisemblance pour aller toujours plus loin et nous faire toujours plus rêver dans des compositions théâtrales et surprenantes. Et je m'arrêterai là parce que j'avais encore 10 slides sur la scénographie, mais je vais vous en épargner puisqu'il est déjà très tard pour vous. Et je vous remercie de m'avoir supporté. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà.